Hello, c'est Manon. Avant d'écouter cet épisode, je vous invite vraiment à aller écouter Plus sexe la vie. Plus sexe la vie, c'est la première série audio mêlant comédie et scènes explicites. Je vous raconte en gros le synopsis. Rosa a un super pouvoir. Elle jouit en latin. À la recherche de son mec, elle se retrouve au cœur d'une histoire folle, ponctuée d'expériences ultra chaudes. Depuis sa bonne copine qui héberge le tournage d'un film porno, à une vendeuse de sextoys, en passant par un mec en robe bien doté. Bref, vous pouvez écouter Plus sexe la vie gratuitement en vous inscrivant sur Audible. Je vous laisse avec la bande-annonce, vous pouvez quand même évidemment écouter cet épisode, on a fait attention à ne pas spoiler, et vous aurez peut-être d'autres extraits pendant l'épisode. Bonne écoute. D'abord, il y a le couple qui se tripote dans le train. Et puis une égyptienne, une fille avec des valises pleines de sextoys, un mec sublime qui s'habille en meuf, un fétichiste des pieds, et là... T'y comprends rien ? Moi non plus. Sauf que moi, tu vois, c'est ma vie. De plus en plus sexe. Plus sexe la vie, la nouvelle série audio. Une création originale de Contrôle X. Plus sexe la vie. L'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. Pourtant, rares sont les entrepreneuses et entrepreneurs à oser franchir le pas du milieu de la sexualité. Il y a plein de choses à faire pourtant. Éducation, nouveaux pornos, applications, contraception, sextoys et autres accessoires. Il y a même un mot dédié pour les startups mêlant technologie et sexualité, la sextech. Vous pouvez trouver beaucoup de podcasts très intéressants sur l'entrepreneuriat, beaucoup de podcasts sur la sexualité sous toutes ses formes, mais qu'en est-il des deux ensemble ? Les entrepreneuses et entrepreneurs dans la sexualité et le plaisir existent pourtant, mais ils peinent parfois encore à se faire voir et entendre. Il y a encore sûrement plein de place à prendre dans ce milieu, alors qu'attendez-vous si cela vous intéresse ? Parce que peu importe vos peurs, il faut oser, comme souvent, et là peut-être plus. Mais l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui crée et vend des sextoys, qui réalise tous vos fantasmes, vous éduque sur votre corps ou monte un club libertin, rencontre en fait des problèmes souvent similaires à celui ou celle qui crée la dernière application à la mode, un jeu vidéo ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir accepté de faire cet épisode avec moi. Avec plaisir. Et surtout nous avoir proposé de faire le concours. Déjà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés il y a quelques semaines du coup avec la boutique Tolku et pour le lancement de la série Plus sexe la vie que tu vas nous présenter. Moi, je préfère commencer par, tu te présentes, peut-être comme tu veux, qui tu es, même en dehors de en dehors de ton parcours, en dehors de ton travail, ou alors qu'est-ce que tu as fait avant Contrôle X, et surtout, qu'est-ce que c'est Contrôle X, et puis qu'est-ce que c'est Plus sexe la vie que je viens enfin de finir d'écouter aujourd'hui. D'accord. C'était un peu intense, je crois que je vais le réécouter plus calmement. Ah oui. Et c'était vraiment génial. D'accord. Donc, on va éviter peut-être de faire du spoil aujourd'hui, mais voilà. Ça m'intéresserait de savoir comment tu l'as reçu pour le coup. Ça m'intéresserait beaucoup. Qui je suis Je suis une personne qui éteint son téléphone quand elle enregistre du son, déjà. C'est un petit peu de professionnalisme, voilà. Alors, qui je suis c'est une question. Non, mais j'exagère la manière dont je te l'ai posée. Très impressionnant. Voilà. Donc, je suis à la tête d'une société qui s'appelle Lucy Makes Noise, qui fait donc du son, de la production sonore. Notre particularité, c'est de raconter des histoires. Et peut-être que si je devais parler de moi, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai du mal à parler de moi, c'est que moi, dans la vie, ce que je fais, c'est raconter des histoires. Je raconte des histoires en fiction. J'ai été, par ailleurs, journaliste pendant j'ai été en poste pendant 15 ans.
à Libération. Et même en tant que journaliste, je dois dire que ce que j'ai fait, c'est aussi raconter des histoires, c'est-à-dire raconter les histoires des gens, raconter par exemple la vie de catcheurs. J'ai raconté la vie de gens qui font du air guitar, par exemple. D'accord. Ce genre de choses parce que... T'étais spécialisée dans un domaine en particulier? J'étais en culture. Ouais. Essentiellement, j'ai fait j'ai fait d'autres choses. J'ai fait de l'IT, j'ai fait un peu de sujets de société. Mais finalement, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher au travers de sujets qui sont un petit peu décalés, d'aller chercher les histoires des gens. J'ai toujours un blog sur la plateforme Libération qui s'appelle « Je vous trouve très beau ». Quand je vois des gens dans la rue que je trouve beaux, ben je leur dis. Et en général, ça facilite considérablement la parole. En fait, très rapidement, c'est des gens qui me racontent toutes sortes de choses, que ce soit à partir de leurs vêtements ou pas, qui vont me parler de leurs amours, qui vont me parler de leur parcours, qui vont me parler de toutes sortes de choses. Et c'est ça que je fais, en fait. Voilà, c'est ça que je fais. Si je dois aller sur Plus Sexe la vie, donc on prend un petit raccourci et je reviendrai sur les autres activités de Lucie juste après. Mais si on veut aller sur Plus Sexe la vie tout de suite, Plus Sexe la vie, c'est donc l'histoire de Rosa qui, au travers d'une aventure un peu d'une aventure burlesque, va en fait découvrir le pouvoir qu'elle peut avoir au travers de sa sexualité, de son propre épanouissement. Et finalement, c'est exactement le prisme que je garde tout au long de mon parcours professionnel, c'est-à-dire que je raconte une histoire qui a l'air un petit peu légère comme ça. Derrière, il y a finalement quelques idées. Il y a du fond, clairement, il y a plein d'idées qui émergent, pas mal de questions. Donc oui, d'abord, Lucy McNoise, c'est la boîte de production de audio qui gère le tout, c'est ça, qui gère toutes les séries ou les lectures que vous pouvez faire, et c'est que de l'audio, c'est ça? Lucy McNoise, c'est effectivement une société avec laquelle on produit du son fiction. Control X, c'est une marque de Lucy McNoise. C'est la marque érotique de Lucy McNoise. On produit d'autres sons qui sont pas nécessairement érotiques. En revanche, on produit essentiellement de la fiction. Là, on travaille sur l'adaptation d'une bande dessinée. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Et on a en cours aussi une autre production d'une œuvre de fiction que j'écris. Et qui n'est pas érotique du tout. D'accord, ok. Donc toi, tu as toujours été donc t'as été journaliste, tu l'es toujours. Donc là, tu relates des histoires vraies. Mais là, avec Lucy McNoise, c'est que de la fiction, on est d'accord. Il n'y a pas un côté documentaire, ça, j'en ai pas vu, par exemple. Non, il n'y a pas de... Je l'exclus pas. Mais moi, ma manière de raconter des histoires... J'ai eu envie, en fait, de revenir à la fiction. J'ai écrit de la fiction... au début de mon parcours professionnel, j'ai travaillé longtemps chez Gallimard. J'ai fait chez Gallimard, je faisais je faisais de la lecture. J'étais lectrice et j'ai également réécrit beaucoup de romans. J'ai traduit des romans et j'en ai écrit aussi. Et c'est vrai que cette fiction, moi je regarde énormément de films, je bouffe du film italien, de la nouvelle vague, des westerns, beaucoup de films de kung-fu. Je regarde énormément de fiction avec un œil critique toujours. Et moi dans ma vie par exemple, ce que je veux faire, faut pas le dire, hein, mais faut pas le dire, mais c'est enregistré. Non, mais on le dit, c'est pas grave, on le dira pas. Ce que je veux faire, c'est réaliser un long métrage. D'accord. Donc, j'ai jamais tenu une caméra, mais j'espère qu'un jour dans ma vie, je réaliserai un long métrage. Il y a plein de gens qui n'ont jamais tenu de caméra, qui un jour se sont retrouvés à la tête d'un plateau. Bon, c'était il y a très longtemps, ça se fait plus comme ça, mais voilà, ce que je fais, moi, c'est raconter des histoires, et donc avec une caméra, avec un micro, avec un ordinateur, quoi que ce soit, de toute façon, je continue à raconter des histoires. De toute façon, t'es bien parti pour. Déjà, tu maîtrises toute l'écriture et la mise en scène, en tout cas audio, qui est assez incroyable. Moi, clairement, c'est la première fois que
que j'écoutais. Déjà, j'avais jamais écouté de livre audio. Ensuite, encore moins tout ce qui est érotisme. J'ai un peu essayé pour l'instant, mais juste des extraits, par exemple tout ce qui est porn audio. Mais c'est pas la même chose parce que c'est juste sur un épisode, alors que là, il y a 15 16. Enfin oui, après c'est les bonus. Il y a 15 épisodes pour Plus sexe la vie, et c'est vraiment une histoire continue, c'est une série quoi. Et on est vraiment pris dedans, et en fait je m'attendais pas à ce que ce soit une histoire en plus de tout cet aspect érotique et humoristique. Évidemment, moi je pensais que c'était peut-être juste là que pour m'exciter et que j'allais pas avoir envie d'écouter tout d'un coup, comme je pourrais binge-watcher ma série sur Netflix quoi. Et du coup même si j'aurais plein d'autres questions sur le reste de ton parcours, mais comment t'en es venue à ce switch de journalisme et je veux créer ma propre boîte de prod, et ensuite dans cette boîte de prod je veux créer une marque sur l'érotisme et du coup le côté sexualité quoi. Alors la création, le fait d'être indépendante, je dirais que ça n'a jamais été loin dans mon parcours. C'est-à-dire que même quand j'ai été en poste, j'ai un besoin, via la création sûrement, j'ai un besoin d'être autonome, indépendante, et de répondre à mes propres exigences. Alors c'est pas toujours confortable, mais c'est finalement c'est ce qui me convient. C'est ce qui me convient, j'en suis convaincue. Après, concernant l'érotisme, en fait, ça s'est passé dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 4 ans maintenant, on était en soirée chez moi, et il se trouve que dans la discussion, on en vient à parler de projets culturels et de choses qu'on aimerait faire, comme réaliser un long métrage, par exemple. Et un de mes amis qui fait du son, qui est un créateur sonore vraiment pointu, me dit, moi j'aimerais faire du son érotique, j'aimerais mettre les gens dans une pièce et leur faire lire des choses érotiques. Et il se trouve que j'avais eu exactement la même idée. Et de là est parti un ensemble de propositions autour de nous, avec un copain qui est très bon en création visuelle, et un autre, etc. Et en fait, très très rapidement, on a monté Control X. Comme on sait que les projets bénévoles, ça tient pas longtemps, on pensait vraiment que ça allait durer 6 mois. Et ça a pas duré 6 mois. C'était pas du tout dans l'idée d'en vivre, en fait. C'était d'abord un projet d'amis. Pas du tout. C'était pas du tout dans l'idée d'en vivre. C'était pas du tout dans l'idée même qu'il y ait plus de 50 personnes qui écoutent ça. Et en fait, quand on l'a mis en ligne fin mai, il y a je sais plus, 3 ans, 4 ans. Et en fait, très vite, ça a pris. Il y a eu une demande. On a commencé à faire de la scène tout de suite, alors qu'on n'avait même pas anticipé ça. Ah, je savais pas ça. D'accord. Du coup, vous avez aussi un côté, théâtral. On a un côté. On fait du spectacle vivant. On va sur des scènes. En général, c'est plutôt des petits espaces parce que c'est plus propice. Et on met les gens dans le noir, on plonge les gens dans le noir, on essaye, dans la mesure du possible, on les met par terre, on essaye de les mettre confort avec des coussins, avec des tapis, ce genre de choses. Et on fait des lectures donc dans le noir. Alors on fait du soft parce que voilà. Parce que là, c'est des lectures, à l'origine, c'est quand même partie de lectures de classiques, comme les écrits érotiques d'Apollinaire ou de Musset, ou après, voilà. J'ai pas encore bien vu tous mes classiques érotiques, mais là, j'ai commencé à écouter justement, grâce à toi, un écrit d'Apollinaire. Mais là, du coup, pareil aussi, c'est du classique. En spectacle vivant, on lit du classique, c'est plus facile. C'est plus facile, je pense que c'est très plaisant pour les comédiens. Lire du Pierre-Louis, c'est drôle. En plus, Pierre-Louis, c'est drôle comme tout. Ça peut être très cru en même temps. Donc, il y a un plaisir de la langue qui est là. Et c'est aussi une manière de faire découvrir, de transmettre ces textes qui sont vraiment des perles pour certains. Et donc, on lit ces textes-là. On fait des spectacles assez courts
parce que c'est pareil, dans le noir, c'est pas toujours facile. Enfin, pour certaines personnes, ça peut être un petit peu oppressant. On s'en rend pas forcément compte tout de suite. Enfin, voilà. Il y a un certain nombre de contraintes. Mais oui, en fait, on a commencé, on a proposé des sons en ligne, donc avec des visuels en partenariat avec des artistes visuels. Ça, pour moi, c'était très important parce que je suis très attachée au visuel. Et même si je fais du son. Oui. Et du coup, je voulais pas que ce soit juste un logo. Je voulais qu'il y ait une tonalité artistique. Quand j'étais à Libé, j'ai fait pas mal de critiques d'art contemporain, d'art brut, etc. Donc, je reste attachée à ces formats. Et puis, via Insta, notamment, il y a quand même une création qui est énorme au niveau érotique visuel. Donc, c'était important qu'il y ait le visuel qui suive les cris, la mise en scène. Une qualité visuelle, ouais. D'accord. Ouais, et donc là, du coup, avec... Donc ça, c'est Contrôle X à l'origine. Et du coup, petit à petit, est venue l'idée d'inclure aussi, toi, tes créations à toi. Alors, moi, mes créations, j'écris depuis toujours, et des écrits érotiques, j'en ai quelques-uns. Il y en a peut-être d'ailleurs sur le site, mais je ne le dirai pas. Il y a tellement de choses sur le site, j'ai pas tout lu et je voulais pas tout lire parce que je voulais aussi que mes questions soient plus spontanées et découvrir en même temps, quoi. D'accord. Et en revanche, ça faisait un moment, donc il faut que je dise, parce que je l'ai pas encore nommé. Donc à Contrôle X, Lucy Makes Noise, on est plusieurs. Mon comparse principal, mon comparse principal, sans qui il y a rien de tout ça, c'est Marc Pernet, qui est donc la personne qui s'occupe du son, qui est directeur artistique et technique de Lucy. Oui. Et Marc, c'est un créateur sonore qui est vraiment formidable, qui a une capacité à la fois en fait, il va au-delà de l'illustration, c'est-à-dire que là où très souvent dans la fiction sonore, on a une illustration, on marche dans une allée, hop, on a des petits cailloux, elle ferme la fenêtre. Bon, Marc, il est dans la suggestion, il crée des musiques, il va aller chercher des bruits, enfin des trucs complètement fous, et il a une capacité à suggérer, à parler en fait à nous tout au fond. Quand je dis ça, je me secoue parce que vraiment moi il me parle à la moelle épinière et vraiment il me bluffe parce que moi j'écris donc Plus Ex la vie, c'est effectivement moi qui l'ai écrit avec son aide parce qu'il m'a beaucoup relu, il m'a beaucoup engueulé, enfin bref. Et inversement, tu me disais la dernière fois. Voilà, et inversement aussi parce qu'on n'est pas toujours d'accord, mais en même temps, il est souvent arrivé que j'écoute des épisodes que j'ai écrits et que je me retrouve à me dire waouh, mais et d'un coup ça ne m'appartient plus, c'est-à-dire que c'est pas que ça lui appartienne, c'est plus que soudain à nous deux on a fait un truc. Voilà. Et ça c'est vraiment. Tu ne verrais plus ta création sans son environnement et la mise en scène auditive qu'il a faite en plus. Tu pourrais plus la détacher, quoi. Tu peux plus détacher tes écrits. C'est Plus Ex la vie, c'est pas à moi. Voilà, c'est ça. En fait, moi quand j'écris de la fiction. À partir du moment où j'ai fini, ça m'appartient plus. C'est-à-dire, j'ai tendance à me détacher assez vite. Je reste amie, en fait, avec mes personnages. Mais j'ai tendance à me détacher de ce que j'ai écrit. Là, il s'est passé complètement autre chose. C'est que, avec le travail de Marc et avec, en fait, tout ce qui peut apporter et qui est peut-être encore plus, je veux dire, mettre des mots sur le papier, c'est très concret finalement. Même s'il y a de l'espace entre les mots, ça reste très concret. Alors que faire du son, pour moi, c'est complètement magique. Dans le sens où, est-ce que tu veux dire que le son laisserait plus de place à l'imagination que les mots ? C'est quelque chose comme ça. Pourtant, là, dans tout ce que j'ai pu écouter dans ces derniers jours, c'est bien sûr que les paroles sont parfois très crues,
Mais comme je m'attendais pas, par exemple, à ce qu'il y ait autant de points de vue de personnages, qu'il y ait ce travail de montage, comme dans n'importe quel film ou série, en fait. Je suis tellement pas habituée à ce médium-là, que ça m'a vraiment... Ou même dans un livre, j'ai pensé, par exemple, à Vernon Subutex, qui passe vraiment d'un personnage à un autre. Et même pour la description un peu crue, parfois, ça m'a fait penser. Et comment dire, parfois, c'est clairement des suggestions, c'est des pensées, donc... on peut se mettre à la place du personnage et imaginer des choses et exagérer sa pensée. Et même si on a entendu ou ça a été lu et joué par les acteurs, il y a quand même une place à l'imagination dans les écrits ou moins que tu trouves que dans le son. Mais ça c'est intéressant, cette notion d'imaginaire et de quel imaginaire pour l'écrit et pour le son. Disons que... la place qu'il y a entre les mots et ce que suggèrent les mots et disons ce côté quand on écrit de la fiction, je parle pour moi, je vais parler pour moi parce que je sais pas comment font les autres, mais il y a effectivement, on veut emmener le lecteur, on veut emmener la personne qui reçoit la fiction, on veut l'emmener quelque part. Il y a un côté un peu manipulateur. On veut, surtout là, je fais de l'érotisme, donc très clairement, il y a des moments où voilà, il faut que ça monte, il faut que moi je prenne la personne qui m'écoute et que je l'amène au moins dans un imaginaire érotique, si ce n'est une excitation. Voilà, c'est le but sur l'aspect érotique. Après, dans le récit, effectivement, il y a des choses qui sont juste évoquées et on se dit que la personne va suivre. Mais dans l'audio, moi, je maîtrise pas l'audio, en tout cas pas comme Marc. Je suis pas créatrice audio comme l'est Marc. Et du coup, il y a pour moi quelque chose de complètement magique dans ce qui fait un peu comme un tu sais, quand tu vois un dessinateur qui commence à dessiner un truc, puis tu comprends rien, et puis d'un coup ça surgit, l'image surgit, et tu dis mais comment il en est arrivé là, et comment de 3 coups de crayon, et finalement il y a eu 10 coups de crayon, et d'un coup il y a une œuvre, d'un coup il y a un portrait. Voilà, ça moi ça continue de me bluffer. Mais je pense que les auditeurs, auditrices comme moi qui sont extérieurs, en tout cas, moi, j'écris pas et je ne crée pas non plus de son. Les deux cas, on peut trouver ce côté magique là. Faudrait que j'interviewe Marc pour qu'il dise la même chose de toi, je pense. Mais oui, il y a clairement un côté magique avec le son aussi et il y avait vraiment beaucoup de détails. Mais du coup, d'où viennent, en tout cas, les tiennes, peut-être que tu sais pour Marc, mais là, je zappe complet ce côté entrepreneurial que je fais d'habitude, mais je pense que c'est important parce que là, on est sur le côté. Il y a beaucoup de questions sur la création et tes inspirations. Elles viennent d'où tes inspirations, du coup? Parce qu'on a parlé, même tu vois, ces personnages-là. Donc là, je me concentre vraiment sur Plus Sexe la vie, puisque c'est celui finalement que j'ai écouté le plus. Là, il y a tellement de détails et tout. Je pense que là, en plus, je l'écoute un peu vite, je trouve. Je vais avoir besoin de le réécouter pour me réimaginer d'autres choses ou en tout cas même peut-être d'une meilleure façon et je me dis mais en fait ça se trouve c'est des gens autour de moi, ils existent en fait, ça pourrait être n'importe qui. Du coup, est-ce que pour toi c'est des gens de la vie quotidienne ou pas du tout, c'est une dimension parallèle, un pari différent? Est-ce que la vision, la sexualité que tu veux montrer, c'est une sexualité qui existe ou qui est juste un fantasme? Quelles sont tes inspirations? ou tes objectifs? Je ne sais pas s'il y en a. Mais... Alors, on va prendre un petit peu de tout. Je pense qu'on arrivera ouais. à quelque chose d'assez proche de ce que j'ai voulu faire et de ce que Marc a voulu faire, parce qu'on a exactement la même vision. On se chicane régulièrement, mais dans l'objectif, il est très très clairement le même. Peut-être que la différence qu'il y a, c'est que moi j'ai tendance à mettre un peu trop de culture, j'ai tendance à référencer beaucoup ce que je fais. Alors pour te répondre, les personnages, qui sont-ils? Rosa, bon, à part qu'elle jouisse en latin, et je suis pas sûre de pouvoir trouver beaucoup de trentenaires, elle a grossièrement 30 ans, qui jouissent en latin, mais bon, c'est son super pouvoir, et on a peut-être, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un super pouvoir sans forcément s'en rendre compte, qui ont vraiment ce petit quelque chose qui, fait vraiment est bluffant. Et là, on est dans le registre de la comédie.
Donc, effectivement, on force le trait. Moi, je me suis fait plaisir avec cette histoire de jouer en latin. T'as quand même réussi à me donner envie de retourner à mes cours de latin pour vérifier, à part Rosae, voilà, cette déclinaison-là, pour vérifier si le reste existait, était bon ou était inventé. Non, tout est juste. Ah, tout est juste. Après, je me suis dit que t'avais fait la recherche, bien sûr. Après, je suis pas latiniste, mais je peux pas bluffer là-dessus. Le moins possible en disant. Après, effectivement, j'espère qu'il y a quelques auditeurs qui se demanderont ce que veut dire ad infinitum et ultra, parce que ce genre, qui vont essayer de savoir ce que veulent dire toutes ces phrases que dit Rosa en latin, parce qu'il y a des choses, je pense, qui sont assez drôles. Mm-hmm. En tout cas, je les ai voulues comme ça. Donc l'idée, c'est quoi? On est dans une comédie. Dans une comédie, moi, mes personnages, encore plus qu'ailleurs, je veux qu'ils aient des traits marquants, des traits dont on va se souvenir. Et donc, je vais réfléchir comme ça. Donc, on a Rosa qui jouit en latin. C'est pas sa seule caractéristique, c'est celle que je mets en avant tout le temps parce que c'est facile. Elle a d'autres caractéristiques, mais voilà, ça c'est un premier point. On a Alistair qui est une espèce de mal alpha absolument. Moi, je bave devant Alistair. Sa voix est incroyable. Il est incroyable. Il est incroyable. Ouais. Et il est complètement déstabilisant. Il est Alistair. Moi, c'est mon personnage préféré. Je suis complètement amoureuse d'Alistair. Enfin, c'est une longue histoire entre Alistair et moi. Et j'ai beaucoup travaillé. Enfin, j'ai beaucoup travaillé. Le comédien a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé ensemble. On a beaucoup préparé le rôle. C'est pas un rôle facile. Et Tante Patsy, qui n'a qu'un épisode, c'est aussi un personnage qui est très, très travaillé, à la fois dans alors la comédienne qui joue... donc, j'ai que des comédiens... j'ai la chance de travailler qu'avec des comédiens professionnels. Je dis la chance parce que ça me facilite la vie, tout bêtement, hein. Et ils m'apportent leur savoir-faire et ils m'apportent leurs suggestions, etc. Et par exemple, Tante Patsy, c'est Juliette Coulon, qui est une comédienne de théâtre et de cinéma, et elle est venue avec cet air comme ça, mais complètement d'équerre, la meuf, mais totale, comme ça. Et on a l'impression qu'elle a pas dormi depuis 3 jours, que elle a fumé 2 paquets de clopes dans la dernière heure. Enfin, elle est super drôle, quoi. Elle a quelque chose de vraiment. Et donc après, ce qu'elle raconte, nécessairement, on se dit mais vraiment. Elle sort d'où, quoi. Parce ce qu'elle raconte est quand même super trash. Ouais. Je pense que c'est un des épisodes les plus trash de la série. Et bon, vrai, pas vrai. Encore une fois, on est dans la comédie. Elle force tellement le trait que ça passe. Et voilà, on est. Je pense que le registre de la comédie permet de forcer le trait et donc de créer des personnages qui sont comme ça, très caractéristiques. Chez Alistair, il y a aussi ce truc d'Almodovar, parce que moi j'ai une très grande passion pour Almodovar et surtout pour les hommes chez Almodovar, faut bien le dire. Les femmes aussi, mais pour d'autres raisons, mais les hommes chez Almodovar, c'est un truc, quoi. Et la notion de genre chez Almodovar est aussi quelque chose qui m'a, je pense, qui se ressent dans Plus Sexe la vie. Je pense que c'est quelque chose rien qu'avec l'entrée du personnage d'Alistair, la manière dont il est décrit et comment il joue. Et oui, enfin, ça fait du bien d'avoir un personnage comme ça, ouais. Mm. Et on a aussi donc Madeleine. Alors Madeleine, c'est une autre caractéristique, c'est vraiment ce truc de la parisienne, de la PR parisienne, la caricature un petit peu, mais qui existe vraiment, voilà, je pense. Mais j'ai essayé au max parce que c'est en soi une caricature. J'ai en même temps beaucoup de tendresse pour ce personnage, parce que je pense qu'on peut dire sans spoiler complètement que, par exemple, pour boucler ses fins de mois, elle reçoit des tournages de films porno chez elle. Bon, c'est drôle et pas drôle en même temps. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est en demi-teinte. C'est pas présenté comme ça au début, on le comprend.
Enfin, en fait, on se dit pas que c'est pas drôle. On se dit ah, c'est intéressant, pourquoi pas. Enfin, et même sans avoir besoin de boucler ses fins de mois, ça peut être une expérience intéressante. On va donner des idées. Si on a l'appartement en plus qu'il faut ou pas, genre, pourquoi pas. On va donner des idées. Alors après, pour te répondre sur la vision des sexualités, donc moi j'ai pas mal écrit sur les sexualités. Je prépare en ce moment aussi des choses un peu plus pas en fiction sur des études sur les sexualités. Donc moi je parle des sexualités. C'est un point de vue militant. Je suis très peu militante en fait, c'est-à-dire que je suis ni militante, je me considère pas comme militante en dehors de valeurs sexpositives. Alors pourquoi ? Parce que il me semble que être bien dans son corps, homme, femme, quoi qu'on soit, être bien dans son corps et être bien dans sa sexualité, c'est-à-dire pareil, il y a pas, quand je dis être bien dans sa sexualité, ça veut pas dire que aller baiser toutes les 2 minutes et se prendre un coup vite fait parce qu'on a croisé quelqu'un. C'est pas ça. C'est juste être bien dans sa sexualité. Même si c'est une fois tous les jamais, c'est une fois tous les jamais. C'est pas grave en soi. C'est bien avec ce qu'on fait de son corps ou ce qu'on ne fait pas. Voilà, c'est juste ça en fait. Pour moi, ça se résume à ça. Quelqu'un qui me dit mais moi j'aime pas trop ça, j'aime pas trop ça. Il n'y a pas trop ça, c'est pas grave. Je vais pas essayer de le convaincre, ça m'intéresse pas du tout. Je fais absolument aucun prosélytisme là-dessus, ça m'intéresse pas. Et s'il y a une valeur que je défends, c'est celle-là. C'est-à-dire que moi, je me sens super bien dans mon corps, avec des petits ratés à droite et à gauche, parce que je suis pas parfaite et c'est comme ça. C'est-à-dire que des fois, je me trouve trop ceci, pas assez cela. Peu, je pense comme beaucoup, oui. surtout les femmes, sûrement, mais bon, comme beaucoup. Et dans ma sexualité, des fois j'ai pas envie, et puis des fois j'ai juste pas envie, et puis il y a des fois c'est la fête, et puis il y a des fois j'ai fait n'importe quoi, et j'ai eu honte, et je me suis sentie mais vraiment et en fait j'ai tiré des choses de ça, et j'en ai parlé avec une amie, avec un ami, et j'en ai tiré des choses, et ça c'est la vie, juste. C'est, je veux dire, en fait, si on regarde dans tous les domaines, on fait ça, c'est-à-dire qu'on déconne dans le boulot, on a déconné, on a fait n'importe quoi. C'est pareil, enfin, c'est pareil, pas pareil. C'est l'apprentissage par essai-erreur ou pas d'erreur. Et en fait, pourquoi on n'aurait pas le droit de faire la même chose dans la sexualité ? Après, pour moi, l'important, c'est de se mettre le moins possible en danger. On se met en danger, on prend, et c'est ça aussi, bien c'est sûr. Normal. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où on se met en danger, et il faut aussi pouvoir l'accepter. Et l'exercice un petit peu périlleux, c'est justement jusqu'où je vais trop loin. C'est ça en fait la difficulté. On fait des erreurs, on va faire des erreurs. On va espérer que ce ne sera pas trop grosses erreurs, voilà. C'est peut-être ça. Moi, ce qui me paraît important, c'est donc de parler des genres et des sexualités, de vraiment d'être dans le pluriel, et de jamais juger, jamais, absolument, jamais. Ce qui est bon pour moi, c'est juste bon pour moi. J'aime, par exemple, j'adore le chocolat très noir à 85%. En général, les gens qui mangent du chocolat, ils préfèrent le chocolat au lait. À chaque fois dans ma tête, je me dis c'est dégueu, quoi, le chocolat au lait c'est trop sucré. Je suis complètement d'accord. Mais en même temps, j'ai absolument pas le droit de dire ça. Enfin, j'ai le droit de le dire, mais on peut rigoler avec ça. Non, mais tu peux dire j'aime pas, mais pas c'est de la merde, quoi. Voilà, exactement. et moi, il me paraît, enfin, si j'ai un message à passer, c'est celui-là, et vraiment, quoi. Par contre, je suis très très convaincue de ce que je fais. Donc, Contrôle X, c'est ça. Contrôle X, alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, peut-être je pourrais y revenir plus tard, mais pour Contrôle X, mais en tout cas, Plus Sexe la vie, c'est vraiment 100% ça, c'est-à-dire qu'à chaque épisode de Plus Sexe la vie, il y a un fantasme. Rosa, des fois elle baise, des fois pas, souvent même en fait, si on regarde. Quand même, il y a pas mal. Il se passe beaucoup de choses, mais il y a aussi des moments, enfin il y a aussi beaucoup de moments de frustration ou de réflexion, de se rendre compte de ce qu'on vient de faire, de retour sur l'expérience,
de découverte d'un nouvel endroit, de nouvelles personnes. Oui, c'est la vie, quoi, en fait. C'est une histoire entremêlée de vraies rencontres sexuelles et décrites clairement, quoi. Voilà. Et donc, on a 15 épisodes. Donc, chaque épisode, il y a... on approche un fantasme, disons. Ça peut être du voyeurisme, il y a le squirting, il y a un plan à 3, il y a... et si tu regardes, là, quand je parle des sexualités, pour moi, il était important, au risque de choquer, au risque de ne pas être de ne pas avoir les bons hashtags, de ne pas être dans les bonnes cases, etc. Puisqu'on est dans un monde qui est quand même très très marketé et où on attend que tu puisses cocher des cases. Eh ben, Plus sexe la vie, il y a plein de sexualités, enfin il y a différentes sexualités, disons. C'est pas une série hétérosexuelle, ce n'est pas une série LGBT. Éventuellement, on pourrait dire que c'est une série queer, mais je vais pas le dire parce que je vais me faire taper dessus. Pourquoi ? Parce que les queers, pas assez, non, parce que les queers, pour ce que j'en comprends, ne considèrent pas, enfin, se revendiquent en dehors des hétérosexuels, ce que je comprends très bien. Ce que je veux juste te dire, c'est que moi, j'ai pas de, quand j'ai écrit Plus sexe la vie, mon idée, c'est vraiment de représenter, enfin, de dire, t'as envie, fais-le. Mm-hmm. Voilà. Et quand il y a un plan à 3 avec des garçons, il y a un plan à 3 avec des garçons. Enfin, si t'as envie, tu le fais. Si t'as pas envie, tu le fais pas. Voilà. Et c'est pas honteux. Et ce truc qu'il y a beaucoup dans le porno, qui est vraiment même l'essence même du porno Internet, avec toute sa batterie de hashtags et etc., de catégorisation, de classifier et de s'adresser à telle ou telle personne. Moi, je veux aller exactement à l'opposé de ça. C'est-à-dire que je veux montrer, je veux qu'on puisse dire, ah ben ouais, d'habitude, je regarde ou j'écoute ou je suis attirée par telle ou telle pratique, tel ou tel corps, tel ou tel type de personne. Et là, en fait, la personne qui me regarde là dans le bar, c'est chaud, c'est bizarre, ça n'a rien à voir avec les gens que je pratique habituellement. Bon, j'y vais pas. Ouais, j'y vais, j'ai envie d'y aller. C'est juste ça, en fait. Mon idée, c'est vraiment quelque chose d'assez simple. Mais pour ça, je pense faut se connaître, quoi. Et ça prend du temps et c'est en écoutant, du coup, ce que tu fais ou même en regardant du porno, peut-être parfois plus classique, ou en se masturbant ou en se renseignant sur la sexualité en général ou sur la sienne qu'on va savoir qu'il y a plein de choses qui peuvent nous plaire et pas seulement les cases que les gens nous ont mises ou qu'on s'est imposées à nous-mêmes, parce que je trouve que, par expérience personnelle aussi, que parfois, ah ouais, cette personne, une telle nana, m'attire bien, mais en fait, t'es tellement pas habitué à ce que ça t'arrive et tu t'es tellement pas préparé à ce que ça puisse t'arriver et que tu te sens un peu démuni face à la situation et clairement, oui, on devrait... Je pense que il y a pas assez ce discours autour de nous et dans nous-mêmes aussi de se dire je peux faire ce que je veux tant que j'en ai envie, quoi. Ouais. Et donc c'est ce message-là que ouais, tu veux faire passer à travers. J'aimerais bien. C'est pas facile parce que c'est pas toujours bien reçu, hein, malheureusement, mais c'est peut-être difficile à entendre. Oui. Ah, pardon. Oui. Debbie me fait signe de venir. Elle me demande si je peux l'aider. Elle prend ma main, la pose sur son clito. Et c'est soudain comme une éruption qui fuse de son minou. Le jet d'eau de Genève qui s'est invité entre ses cuisses. Oui, donc du coup, on reprend. Il y a beaucoup de personnages qui permettent d'exprimer, enfin en tout cas, de s'adresser à toutes les cases, si on doit définir des cases. Et là, d'une manière, mais alors beaucoup moins création, etc., ça prend combien de temps, en gros? Je sais que j'imagine que d'un écrit à l'autre, ça prend du temps. Enfin, c'est différent, mais t'as pris combien de temps pour écrire cette série? Puis ensuite, après, j'imagine pour trouver les acteurs, pour la monter, pour faire les enregistrements, puis la monter, puis la promotion. Ça prend combien de temps? C'est un travail énorme. Énorme. Mais énorme.
Alors, je compte pas mes heures parce que voilà, pour le coup, je suis entrepreneur, donc je ne compte pas mes heures. Et sur l'écriture, je peux te répondre sur l'écriture. Ah oui, je pensais que ce serait là le plus difficile à quantifier. Je peux donner un ordre d'idée. Okay. J'ai dû à la louche comme ça, il y a disons 3 semaines. 3 à 4 semaines, je dirais. D'un coup d'affilée. Mais alors, en revanche, d'une manière un peu intensive. Et avec la relecture, et j'insiste là-dessus, avec la relecture de Marc, parce qu'il y a des moments où moi, j'ai besoin d'être... Enfin, je travaille mieux, en fait, quand je suis cadrée. Donc, il me cadre très bien, il me relie très bien. Et il est très, 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 très exigeant, et du coup, ça permet d'avancer. En fait, il y a une mise, il y a un démarrage, enfin, ça m'est propre, hein, pour le coup, mais il y a un démarrage qui est tout feu, tout flamme. Il y a un creux de vague, je crois plus en rien, on va tous mourir, tout ça. Et puis, finalement, ça revient. Et en fait, c'est le temps que je fasse connaissance avec mes personnages et que je me les approprie. Et à partir de là, que j'ai des éléments de langage pour parler communicant, que je les ai en tête, en fait, que j'apprenne à les connaître. Et à partir de là, ça simplifie. Mais enfin, écrire une série comme ça, c'est un gros travail. Mais j'ai écrit dans le roman. Enfin, c'est à côté du roman, c'est pas la quantité. C'est plutôt simple. Tu connais quoi. Ok. C'est pas un problème. Après sur le casting. Le casting, ça prend un peu de temps, mais on a en tête en général. Enfin, moi j'avais en tête et Marc aussi. On avait en tête le type d'interprétation qu'on voulait. Alors ça veut pas dire qu'on exclut, hein, le comédien, au contraire, mais on arrive avec une direction d'acteur. Et donc on sait quel type de voix on veut. D'ailleurs, on avait un type de voix au départ qui finalement, on s'est rendu compte assez vite que ça n'allait pas, enfin que c'était pas un bon choix. Et donc à partir du moment où on a en tête un type de voix et une interprétation, ça va assez vite de trouver des comédiens. Après, il faut en fait, la difficulté, c'est aussi on travaille une matière qui est pas facile, c'est le sexe et interpréter du sexe pour des comédiens qui l'ont jamais fait. On a un réseau de comédiens, donc ça facilite la tâche. Il y a une partie quand même qui en avait déjà fait. Absolument, ouais. Mais par exemple, le comédien qui joue Alistair, qui est un comédien de théâtre qui est ultra brillant, qui s'appelle Jean-Baptiste Verquin. Et Jean-Baptiste, il avait jamais interprété ce type de rôle. C'était très très nouveau pour lui. Et bon, c'était, on voyait qu'il y avait vraiment quelque chose de nouveau. Enfin, il a fallu, c'est très réussi ce qu'il a fait. Il a beaucoup travaillé. Il a fait quelque chose de vraiment super. Et donc ça, c'est pas une partie. Le choix des comédiens, le travail avec alors il y a un travail, mais c'est pas quelque chose d'énorme. En revanche, derrière la mise en son, c'est-à-dire le travail de Marc dans la création des sons, la création des musiques. Et le dérochage, enfin tout le travail sur le son, c'est énorme. C'est des heures. Enfin là, on est sur plusieurs mois de travail. C'est vraiment ce qui prend le plus de temps finalement. Ouais. Le montage et dérochage. Ouais. Dérochage et illustration, trouver les bons sons. Moi, sur les retours que je peux lui faire, il va caler autrement. On va réenregistrer des bouts. Enfin, c'est un travail énorme. Ouais. Ok, d'accord. Et là, du coup, tout à l'heure, donc tu me parlais de Marc pour la mise en son, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça. Et sinon, autour de toi, il y a combien de personnes en fait en termes d'équipe? Parce que moi, j'ai été en contact avec Astrid, du coup, pour les réseaux sociaux, communiquer quand on a fait le concours ensemble. Mais ça représente combien de personnes tout ça? Alors à Lucie, on est disons une demi-douzaine. Mm-hmm. On travaille pas je suis la seule à travailler à plein temps. Ouais.
Après, il n'y a pas de décision prise en dehors de cette demi-douzaine-là, je dirais. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de tout le monde tout le temps, en fait. Là, tout à l'heure, j'ai parlé à Marc. Tu vois, il y a Astrid qui est dans le coin. Il y a 2 autres membres qui me rejoignent tout à l'heure et il y en a un qui devait être là aussi. Enfin, on est très, très... et je pense que c'est aussi pour ça qu'on dure. C'est qu'on est toujours en contact et on a une vision commune. Même si je suis la seule à travailler à plein temps, finalement, je suis jamais seule dans ce que je fais, et ça compte. Donc, je dirais une demi-douzaine, et il se trouve qu'en fait, autour de nous, depuis le début de Contrôle X, on est, je sais pas, peut-être le triple. C'est-à-dire, il y a des comédiens, il y a des gens qui travaillent au son avec nous, que je peux appeler, dire tiens, ça t'intéresse, là on a eu un comédien qui nous a lu ça, est-ce que ça t'intéresse de faire une mise en son, etc. Après, c'est assez peut-être propre au milieu artistique. Enfin, c'est ce que je m'imagine en tout cas, le fait que voilà, selon les projets aussi, c'est des équipes différentes. Il y a une équipe de base qui est vous 6, et ensuite des acteurs forcément différents, peut-être des mises en scène, donc des metteurs en scène différents. Alors ça vient, en fait. C'est exactement ça, et en même temps, c'est une volonté de notre part depuis le début, c'est-à-dire que l'idée des sexualités plurielles, pour moi, nous on la représente d'un point de vue artistique aussi. Le fait tu as vu le site, le fait de faire appel à différents artistes visuels et en même temps d'être sur une ligne, il y a une ligne visuelle, une ligne artistique au niveau du visuel. C'est une manière de montrer les sexualités dans leur pluralité. Les choix qu'on fait pour Contrôle X des textes littéraires qui sont lus, c'est également la notion de pluriel, elle est là dans les choix de textes, parce qu'il y a des textes, il y a du Pierre Louys, mais il y a du Dustan aussi. Ça veut dire qu'on montre à la fois du classique hétérosexuel lambda, et on montre du gay en backroom. Et de la même manière, dans les équipes, la manière dont on fonctionne dans la création et dans la gestion de tout ça, il y a une nécessité de pluriel. C'est quelque chose qui, moi, j'y suis très attachée depuis le début. On a été contacté, on est régulièrement contacté par soit des comédiens ou des comédiennes, des gens qui font du son et qui nous disent voilà, moi j'ai envie de faire un truc avec vous. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça, c'est pas évident d'ailleurs, hein. Mais nous, on est très contents de faire entrer des nouvelles personnes et de travailler avec des nouvelles personnes. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important dans ce côté mosaïque de nos créations. Et puis, ça permet de vous adresser à tout le monde. Enfin, c'est le but, tu disais sexualité plurielle, mais justement, est-ce que... tu vois, souvent, quand j'interviewe d'autres entrepreneurs qui vendent, par exemple, un produit, je leur demandais qui sont vos clients, ou qui était votre cible à l'origine et qui est votre cible maintenant. Et toi, est-ce que tu as un recul sur ça? Enfin, même si toi, ton idée, c'est sûrement de toucher tout le monde, maximum de gens, comme tout le monde, mais finalement, est-ce que tu sais qui t'écoute? Je pense que la différence avec une démarche strictement entrepreneuriale, c'est que en fait on est quand même d'abord sur une dimension artistique. Ah oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je te pose la question, même si je suis pas sûre que ça. Enfin, c'est pas ce qui t'intéresse le plus, bien sûr. Mais je fais. Ouais. Je pose pas la question. Assez rarement, en fait. C'est-à-dire que les questions, elles se posent à un moment parce que Astrid me les pose, par exemple. Oui, typiquement, voilà, c'est comment je communique là-dessus pour savoir à qui je m'adresse. Est-ce que, parce que en soi, l'érotisme, ça peut autant intéresser ma mère, peut-être, que moi, mais d'une manière différente, en fait. Donc, voilà. Alors après, nous, on s'en rend compte. Alors, sur Plus Sexe la vie, on n'a pas encore de recul. On n'a pas encore de chiffres, donc je peux pas répondre sur Plus Sexe la vie. Je sais comment ça réagit sur Insta, je sais comment ça réagit sur Facebook et sur Twitter, mais c'est pas satisfaisant. On peut pas en tirer grand chose pour l'instant. En revanche, via Contrôle X, on sait
Et par exemple, pour nous, la grande surprise, enfin, moi, ça continue de m'étonner, c'est que notre audience sur Contrôle X, elle est 50-50 hommes-femmes. Ah ouais? Okay. Pile. Depuis le début, ça bouge Parce pas. que je me demandais si ça s'adresse, enfin, si beaucoup d'hommes si allait avoir, ouais, pour moi, il y allait avoir plus de femmes que d'hommes parce que c'est ce qu'on dit et c'est ce qui est, en tout cas, avéré pour l'instant dans les chiffres, c'est que le porno est énormément regardé par les hommes, évidemment par les femmes aussi, mais parce qu'il y a ce besoin de visuel, apparemment, alors que nous, et c'est vrai, en tout cas, moi, je me reconnais là-dedans, que j'aime bien faire travailler mon imagination. Et là, l'audio s'y prête, et je pensais pas qu'il s'y prêtait à ce point, vraiment, en plus avec tout le travail, justement, d'audio, de mise en son derrière, pour aider notre imagination. Et ouais, ça m'étonne qu'il y ait 50%, 50-50, quoi. Alors, mon idée là-dessus, ça reste complètement à démontrer, ça reste vraiment, c'est juste une idée, mais je pense en fait que historiquement, les hommes ont davantage accès au porno parce que un homme pouvait en tout cas regarder du porno, alors qu'une femme, c'était pas terrible, c'était pas tellement ce qu'on attendait d'une femme de Bien regarder sûr. Du porno. Et donc, comme les femmes ont quand même peut-être des envies pornographiques, eh bien, elles se sont peut-être déplacées vers d'autres supports, et notamment la littérature. Donc, on aurait tendance à dire, oui, les hommes visuels, les femmes plus dans l'imagination. Puis, finalement, si on prend les hommes et les femmes en dehors d'une éducation traditionnelle et qu'on leur donne une liberté à chacun et qu'on leur donne différents supports à chacun, tout va bien, et puis ils vont regarder du porno, ils vont écouter du porno, ils vont lire porno, ils vont être bien contents. Clairement, je pense que ça vient clairement de notre éducation et nos habitudes, quoi, et ça change, quoi, c'est pas inscrit dans notre corps, c'est sûr. Ok. Et sinon, ouais, je voulais te poser comme question, c'est quoi la suite là? Parce que là, du coup, c'est vraiment une série. Est-ce que vous allez devenir, je sais pas moi, le Netflix audio? Est-ce que, en tout cas dans ce milieu-là, de l'érotisme, de la sexualité, est-ce qu'il y a des collaborations? J'ai vu qu'il y en avait un petit peu. Est-ce que c'est quoi les ambitions de Alors, Netflix? le Netflix de l'audio érotique, si on me donne les moyens, je fais. Il n'y a aucun problème. Ok, appel lancé aux investisseurs. Il n'y a aucun problème. Je suis absolument convaincue qu'on peut, enfin, nous, en tout cas, on est en capacité de développer des séries audio, d'une part, et c'est notamment à destination des entreprises, par exemple, c'est des choses qu'on est tout à fait capable de faire. On est en négociation à droite et à gauche sur des formats courts comme ça. Et effectivement, lancer une chaîne audio érotique avec des séries érotiques plus ou moins travaillées, parce que celle que tu as écoutée, Plus Sexe la vie, elle est extrêmement travaillée. On peut travailler encore plus, ça demande énormément de moyens. On peut travailler moins et avoir une très bonne qualité quand même, c'est-à-dire faire un produit plus light. Ça, c'est possible aussi. Effectivement, on peut tout à fait envisager de faire un Netflix audio du porno. Maintenant, pour être un peu plus concret, quel projet on a? On travaille sur l'adaptation d'un roman graphique en ce moment. Donc, j'en parlais tout à l'heure, qui s'appelle Extase. C'est la biographie de Jean-Louis Tripp, qui est un auteur de BD qui est assez connu, qui est signé chez Casterman. Okay. Et il faut absolument lire cette autobiographie. C'est une autobiographie autour de sa sexualité. C'est très sensible et ultra pertinent. C'est une vision de sa sexualité, et en même temps, on est obligé de se poser des questions. Enfin, c'est vraiment, c'est très délicat. En même temps, ça mâche pas ses mots. C'est vraiment, vraiment très bien. Donc, on est en contact avec Jean-Louis, on travaille avec Jean-Louis et avec Franck Jazédé, qui est un comédien qui a déjà joué la version théâtrale du premier tome de cette BD. Donc, et avec Casterman, donc on travaille là-dessus. On travaille sur quoi en tant sur les productions artistiques. On a aussi
en fait, pour tout dire, on voudrait réaliser la version en anglais de Plus Sexe la vie. Trop bien. Voilà. D'accord. Alors on est en négociation. Il y a des histoires de là, il faut trouver des fonds parce que c'est un gros boulot, parce que ça s'exporte. Il va falloir l'exporter. Là, ça, moi, je sais pas faire. C'est-à-dire que il faut aller trouver des contacts presse. C'est vraiment une autre démarche d'aller se vendre aux États-Unis, en Angleterre, etc. C'est un peu plus compliqué. Donc, ça demande des fonds et ça demande un savoir-faire que pour l'instant on n'a pas. Donc, en revanche, je recrute. Je recrute des fonds d'abord. D'abord les fonds. Je recrute les fonds, après je recrute tout court. Et surtout, l'idée, c'est enfin, là, on a tout ce qu'il faut pour fabriquer la série, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a les fonds, on y va. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on a les comédiens, on a la traductrice, on a notre traductrice qui est une personne qu'on connaît bien. Et donc, on a super hâte de faire ça. Mais vraiment, enfin, c'est vraiment un truc, moi, je suis super enthousiaste à l'idée de faire ça. Et l'autre gros morceau qu'on veut, c'est bien sûr faire une saison 2. Bien sûr, trop bien. Voilà, okay. Je voudrais faire une saison 2, j'ai une idée. Mais c'est pareil, ça demande de réfléchir, ça demande des investisseurs, ça demande d'aller chercher des investisseurs. Et alors, je sais pas, j'ai des journées extrêmement pleine et je sais pas du tout comment je vais faire pour aller trouver des gens, parler avec des gens et les convaincre que la sexualité plurielle, les sexualités, c'est quand même vachement bien et il faut investir. C'est un sujet et il y a de la demande, que ce soit en termes de divertissement, que de santé, que de plein d'autres manières. C'est pour ça que je fais ce podcast aussi, oui, parce que mais il y a trop de sujets, quoi. Le problème, c'est que la fiction, ça coûte très cher et que pour l'instant, il y a encore ça fait beaucoup de choses. C'est de la fiction. Ce qui est pas, enfin, le podcast, excuse-moi, ton micro. Le podcast, c'est un format qui est acquis. En revanche, la fiction, ça reste encore. Non, clairement, la fiction audio, c'est pas encore difficile non plus. Oui. Et mais justement, sur la rémunération, si tu veux me répondre là-dessus. Par exemple, là, on a accès du coup à Plus Sexe la vie sur Audible. Sur Audible. Donc, c'est un abonnement à Audible et là, vous récupérez, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, peut-être une commission sur le fait qu'on ait acheté Plus Sexe la vie sur Audible. Voilà, il y a une commission. Ce que je peux dire pour donner un ordre d'idée de ce que coûte un podcast. Alors, moi, j'aime pas tellement le terme de podcast. Là, c'est pas un podcast du coup. Non, c'est une création pour moi. Mais non, mais moi-même, toi, je l'utilise parce que c'est plus simple. Mais moi, il me semble que le podcast, c'est ce qu'on est en train de faire. Oui. Et que il y a la création ou la fiction sonore. Enfin, après, on peut choisir des mots, mais c'est autre chose. Et donc, une fiction sonore, c'est entre 500 et 700 euros la minute. D'accord, ok. Ça, c'est le coût. Ok. Donc après, la commission, il va falloir en vendre beaucoup. Là, c'est comme le livre, finalement. Les auteurs ne récupèrent pas grand-chose. Il y a la maison d'édition qui récupère beaucoup, les distributeurs, et voilà. D'accord. Voilà. Ok. D'où l'intérêt d'en parler partout. Okay. Voilà. Et on peut avoir accès à Plus Sexe la vie autrement que sur Audible. Donc, Plus Sexe la vie est disponible sur Audible, disponible sur comment il s'appelle, iTunes Books. Ok, d'accord. Aussi, et sur Amazon. Ah, Amazon, c'est Audible du coup. Oui, mais c'est deux plateformes différentes. Okay. On peut l'avoir sur Amazon et on peut l'avoir sur Audible. Ok, d'accord. J'avais pas fait attention. Très bien, mais super. Et oui, non, du coup, on doit le payer. Donc oui, c'est pas possible de l'avoir sur Spotify ou ce genre de plateforme, en fait. Ouais, ça, ce serait autre chose encore. Ok. Bon, je parcours un tout petit peu mes questions juste pour finir, mais il y a trop de choses à demander, mais alors c'est bizarre de finir là-dessus, mais on s'en fiche. Est-ce que, du coup, ça fait un moment que de toute façon, toi, tu écris, puis après que tu t'es tourné vers la sexualité, l'érotisme, est-ce que tu as rencontré des obstacles vraiment à cause de ce domaine et de ce sujet, ou
des remarques ou oui, des problèmes de financement, comme ça peut arriver à beaucoup d'entrepreneurs dans ce milieu, ou voilà, un problème en particulier qui t'a marqué, qui t'a dérangé, juste à cause du fait que ce soit dans la sexualité et l'érotisme? Alors, moi, à titre personnel, j'ai absolument, déjà, je pense, enfin, je le dis parce que j'ai aucun problème. En revanche, j'ai appris à me taire. Ah oui? Ça, c'est, oui. Pourquoi? C'est-à-dire? C'est-à-dire que, ben, je vais être à un dîner. J'ai pas de problème à en parler, mais je sais en fait que ça peut créer un inconfort. C'est-à-dire que à la fois c'est des sujets, les sexualités, c'est des sujets qui suscitent l'intérêt, en tout cas sur certaines classes d'âge et dans certains milieux. Et disons que on va en parler, on peut en parler, mais finalement, très souvent, je me suis rendu compte que ça suscitait une forme d'inconfort parce que justement, moi, quand on est dans ce type de milieu, on en parle très très facilement. Enfin, c'est un sujet comme un autre en fait. Et mais ce qu'il y a, c'est qu'avec les gens qui n'ont pas l'habitude de parler de sexualité nécessairement, et notamment quand on se retrouve avec des couples qui n'ont pas l'habitude de parler de sexualité entre eux, Oui. Il y a une gêne. Et moi, j'ai pas du tout envie de gêner les gens. C'est pas mon propos. J'ai pas envie de j'ai envie de leur transmettre des bonnes idées, mais comment dire, pas en tant que moi-même. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est que la parole se répande. Bien sûr. Et du coup, si on te demande, tu rencontres quelqu'un ou tu as un dîner, il y a des gens que tu connais pas, on te demande ce que tu fais dans la vie, évidemment, on parle du travail. Qu'est-ce que tu leur dis? Enfin, tu leur dis ouvertement sans pour autant cacher ou faire des euphémismes. Non, j'en parle. Oui, j'en parle. Mais en fait, je dis j'en parle. Ça va vraiment dépendre du contexte. Parce que j'ai pas envie d'être le centre d'attention. On est frics quand même quand on fait ça. Les conversations s'arrêtent. Moi, ça m'est arrivé quand même une quantité de fois. Ça fait 3 mois que j'ai lancé le podcast et que j'ai lancé la boutique, même pas 1 mois et demi. Et même des jeunes de mon âge, bien sûr, encore plus peut-être même, je sais pas. Mais oui. Oui, on passe pour peut-être un peu désobsédé. Enfin, il y a une question, c'est pourquoi on fait ça. Et encore, je veux dire, moi, je suis pas travailleur du sexe. Tu n'es pas travailleuse du sexe non plus. Donc, je ne peux qu'imaginer ce que vivent les gens qui sont travailleurs du sexe. Ça doit être vraiment, vraiment difficile. Encore pire comme remarque et étonnement et arrière-pensée sûrement d'ailleurs. Oui. Et du coup, ça te révolte pas en fait? Au contraire, de devoir te dire que tu dois te taire en fait parce que ça gêne les gens de savoir ce que tu fais alors que c'est quelque chose qui est normal et qui n'est même pas sujet à l'éthique ou illégal ou voilà, c'est tout à fait légal ce que tu fais et c'est juste de l'art en fait. Non, alors pour plusieurs raisons, c'est que d'abord, je me sens pas dans l'obligation de me taire. Je me sens jamais dans l'obligation de me taire. Je me tais parce que j'aime pas gêner. J'aime pas que les gens se sentent en inconfort. Je pense que ça va nulle part. D'abord parce qu'on est en société, qu'on n'est pas là pour ça. Et mais ça arrive très souvent. Ça m'est arrivé encore là récemment, il y a 2 jours d'être dans cette situation et avec une personne que je connaissais pas et je peux en parler si je me sens confortable avec les gens, j'y vais, il y a aucun souci. Ça me révolte pas parce que justement d'abord au niveau artistique, je pense que on est nécessairement que ce soit qu'on traite la sexualité, des sexualités ou d'autres choses, il y a toujours un moment où on va être dans des positions qui vont être inconfortables pour les autres. Donc ça me gêne pas. En ça me gêne pas. Je veux dire, tous les artistes vivent ce genre de situation. Et puis enfin, c'est justement si on veut faire bouger les choses, on peut pas juste y aller à la hache. Ouais, je comprends bien. Mais je veux dire, quand je crée Alistair ou quand je crée Tante Patsy, je veux dire l'épisode de Tante Patsy, pour moi là j'y vais à la hache.
Mais je suis super fière de moi, je suis super contente. J'espère que vraiment que j'ai pu déranger un peu et en même temps que j'ai pu secouer quelques culottes, quoi. Voilà, c'est ça que je veux faire. Ok, on va finir comme ça sur cette belle phrase. Maintenant, il n'y a plus qu'à écouter. Je crois que je vais d'abord dire à tout le monde qu'il faut aller écouter Plus sexe la vie avant d'écouter cet épisode pour pas, même si on n'a pas spoilé, je pense, mais il y a quand même pas mal de petites mentions. Donc voilà. Écoute, merci beaucoup Stéphanie. Et puis j'espère que je vais pouvoir écouter la deuxième saison. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci Manon, c'est très sympa. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie d'aller écouter Plus sexe la vie si ce n'est pas déjà fait. Je vous le rappelle, vous pouvez l'obtenir gratuitement pour votre première inscription sur Audible. Je vous mets toutes les références de notre conversation avec Stéphanie en lien en description de l'épisode évidemment. Enfin, merci à Cosa Vostra et Big Bang Media de m'avoir prêté leur studio d'enregistrement pour cet épisode. Merci à vous d'être de plus en plus nombreuses à écouter les épisodes de Talk Podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas d'aller mettre une petite note, voire même un petit commentaire d'encouragement ou de suggestion sur votre plateforme d'écoute. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram également, en suivant @talk-univers. Et pour vous rappeler pourquoi vous devriez aller écouter Plus sexe la vie, je vous en remets une dernière petite couche. Merci encore et à très vite. D'abord, il y a le couple qui se tripote dans le train. Et puis une égyptienne, une fille avec des valises pleines de sextoys, un mec sublime qui s'habille en meuf, un fétichiste des pieds, et là, t'y comprends rien? Moi non plus. Sauf que moi, tu vois, c'est ma vie. De plus en plus sexe. Plus sexe la vie, la nouvelle série audio. Une création originale de Control X. Plus sexe la vie.